Oyez, oyez, bonnes gens et gentes dames, voici venu un nouvel épisode du Lieu commun, votre fable mensuelle sur la ville, la campagne et grosso modo tout ce qui tourne autour. Attachez vos ceintures, faites le plein de plutonium, activez le convecteur temporel, on vise les 88 miles à l'heure pour un voyage vers le passé. Et le futur aussi si on réfléchit un petit peu. Dans tous les cas, l'épisode d'aujourd'hui promet d'être riche en bons dans le temps. Fou, dis! Oh! Messire! Un sarrasin! Messire! Bon, on va mettre Jacouille de côté, hein, il est pas très radiophonique. Le cœur de cette prochaine heure porte bien haut les couleurs de l'urbanité médiévale, et plus particulièrement son comeback dans les réflexions urbaines d'aujourd'hui. Alors, nostalgie médiévale ou modèle d'une résilience urbaine? On va essayer de détricoter tout ça autour de plusieurs exemples, et avec l'aide de notre invité du jour, Jérôme Carrois de la forteresse de Montbazon. On ne change pas les habitudes, nous retrouverons un Tout le monde déteste les archis sur un architecte, c'est cocasse, également détesté par ses confrères contemporains. Et bien entendu, un pays dont Turfus savoureux. Nom de Zeus, vous êtes prêts pour l'aventure? Aujourd'hui, esprit médiéval, es-tu là? Loisirs, C'est un lieu commun. habitants, Le lieu commun. parcs commun. flâner, habiter, Lieu commun. j'arrive à courir, Comment comme lieu? Le lieu commun. place, Lieu campagne, commun. usagers, rue, immeuble commun, vélo, Ce lieu commun. mégalopole. Le lieu commun. La ville médiévale, vaste sujet. La ville médiévale pourrait-elle avoir inspiré certaines de nos urbanités actuelles? On va se poser la question sans forcément apporter toutes les réponses, avec quelques projets et aménagements florissants ici et là. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, il faut rappeler que la notion de ville médiévale n'est pas une entité unique fixe. On parle quand même d'une période de plusieurs siècles qui a vu évoluer des regroupements humains, des manières de s'installer en société, qui se sont transformés selon les régions, les époques, les invasions, les religions et j'en passe. Il n'y a pas un modèle de ville médiévale. Généralement, derrière ce terme, on pense à une ville plus ou moins fortifiée, avec un tissu urbain dense, des rues étroites où l'on jette ses déchets par la fenêtre. D'ailleurs, l'expression sans crier gare vient de cette sale habitude. Clairement, on criait gare quand on jetait son pot de chambre et si on oubliait, c'était cadeau. La ville médiévale regroupe les différents corps d'artisanat et de commerce et surtout le pouvoir civique et religieux. Comme c'est assez large, on va essayer de parler plus d'urbanité, de morceaux de ville, de système urbain en général. Maintenant que les grands mots ont été posés, une question pour vous les filles. Est-ce que vous avez en tête un exemple d'urbanité médiévale qu'on retrouve aujourd'hui dans les projets urbains? Oui, d'ailleurs, mon préféré, c'est les ponts bâtis. Tu sais que ça, c'est un gros kiff des archis et de certains ingénieurs. Bah, je sais, mais en même temps, c'est normal, c'est super. C'est vraiment spécialement médiéval, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai la vision du pont habité qui s'effondre dans le film Le Parfum, et l'histoire se passe quand même au XVIIe, XVIIIe siècle. On recense les premiers ponts bâtis à partir du 11e, 12e siècle en Europe. On les retrouve plutôt dans des villes fortifiées, car ce sont des villes où l'espace constructible est particulièrement restreint par les murailles, donc finalement chaque mètre carré compte. Après, il est vrai que le pic du pont habité, c'est plutôt la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Et pour le coup, dans le film Le Parfum et même dans le livre, ils sont plutôt conformes à l'histoire, le pont étant le lieu de passage obligé pour le commerce et les échanges. D'ailleurs, les ponts habités sont généralement occupés par des artisans et des commerçants. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, Paris a été une des villes avec le plus de ponts habités. On comptait près d'une trentaine. C'était tellement la norme que lorsqu'on a construit le pont neuf, qui était un pont non bâti, avec un trottoir pour séparer les véhicules à chevaux et les piétons, on lui a donné le doux nom de pont neuf pour cette nouveauté. Puis on a laissé tomber ce genre de construction pour faciliter les déplacements, permettre des coupures et un retour au fleuve, et surtout parce que c'était assez dangereux. D'après ce que j'ai lu, certains habitants des ponts finissaient par creuser des caves dans les piliers, fragilisant ainsi la structure générale. Mais on n'observe pas un retour de hype de ce genre de construction, justement? Bah si, les projets de ponts habités reviennent de manière cyclique dans la presse. Il y a eu des projets à Londres, Paris ou encore Hainan en Chine. C'est souvent dessiné, mais les fortes contraintes en termes de structure et de sécurité suffisent à expliquer le fait que les projets ils aboutissent très rarement. Comme l'a dit Morgane, c'est un gros fantasme d'objet urbain monumental. Ok, pour cet exemple qui déborde un peu du Moyen-Âge, on commence vraiment bien les filles, franchement, début de la discussion et on est déjà dans leur sujet, bravo. Est-ce que vous avez d'autres exemples en tête? Moi j'en ai un petit. C'est plus particulièrement un aménagement d'un espace public, et c'est l'aménagement du parvis de Notre-Dame.
Je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que généralement, on a tendance à observer la cathédrale quand on est devant Notre-Dame, mais il y a des choses très intéressantes sous nos pieds. Si vous faites attention au sol, le calpinage, c'est-à-dire le motif au sol, la manière dont on a agencé les matériaux, dessine des tracés correspondant aux anciennes rues, aujourd'hui disparues. Et ce que je trouve très cool, c'est qu'on se rend compte, en voyant le sol, de l'étroitesse du tissu de certaines rues, qui ne devaient pas dépasser les 1,50 m de large. Ça fait un petit aménagement assez classe. Je me demandais s'il n'y avait pas plutôt des principes de la ville du Moyen-Âge qu'on remettait au goût du jour, en fait, dans certains projets urbains actuels. Si on réfléchit bien, toutes les époques, le Moyen-Âge compris, ont laissé un héritage qui participe finalement au tissu urbain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si on met les villes nouvelles de côté, généralement, la ville, elle se construit sur elle-même, héritant des tracés, des parcelles, des restes du foncier précédent. Et la ville médiévale a laissé un tissu dense, des rues étroites qui ont parfois été ouvertes ou remembrées. Mais il reste des indices. Même après les percées d'Haussmann à Paris, on retrouve l'héritage du noyau médiéval parisien autour de l'île de la Cité. Et ça s'explique parce que la ville dense, finalement, elle est à l'échelle du temps journalier du mouvement de l'homme. Parce que forcément, en une journée, on n'avait pas le temps de marcher énormément de kilomètres, donc il fallait resserrer l'espace urbain pour qu'il soit praticable en une journée. C'est le principe d'une vie locale, d'une résilience économique et écologique. On vous invite d'ailleurs très fortement à lire le blog de Actuel Moyen-Âge tenu par des chercheurs et des chercheuses en histoire. On y trouve plusieurs papiers en lien avec l'idée d'une ville plus responsable, locale, avec la mise en parallèle de pratiques urbaines médiévales. Pour reprendre leur exemple, si on part de la question de la subsistance et de la nature en ville, il n'est pas aberrant de rappeler que les villes au Moyen-Âge accueillaient intramuros des potagers, des champs, des vergers, certes restreints par leur taille, mais qui permettaient d'avoir un complément alimentaire et d'avoir des ressources en cas de siège. Il y a la question des déchets aussi. Si tout le monde jetait ses déchets au milieu de la rue, il y avait une économie du recyclage très forte du fait du coût des objets. J'ai l'impression que finalement on regarde en arrière, on analyse le passé comme une sorte de recherche d'inspiration pour des pratiques sociales et urbaines plus résilientes. Et le Moyen-Âge en est une source d'inspiration du fait des contraintes de l'époque. En architecture, ça peut aussi se traduire par l'utilisation de matériaux ou de systèmes constructifs mis de côté ces derniers siècles. Actuellement, on construit de plus en plus en bois. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la copie telle quelle du modèle médiéval, mais on reprend des matériaux, des principes constructifs qu'on travaille avec nos enjeux contemporains. D'ailleurs, Morgane, c'est pas toi qui m'expliquais qu'il y avait un lien entre l'architecture gothique et l'architecture de fer de la révolution industrielle ? Ça pourrait même être un lien qui va jusqu'à l'architecture moderne et l'utilisation du béton armé en fait. Et ce lien, certains l'attribuent à l'architecte de la polyvalence, Eugène Viollet-le-Duc. Oui, Viollet-le-Duc ! C'est qui ce mec violet ? Viollet-le-Duc, c'est un... Comment Estelle ? Hérésie au bûcher. Excusez-moi de ne pas être spécialiste de l'architecture médiévale en général, les geeks médiévistes là. Eh bien, c'est un monsieur du 19e siècle d'abord. Donc, pas du tout de l'époque médiévale. Voilà. Il n'y avait pas d'architecte à l'époque, c'était tailleur de pierre, et voilà, c'est très difficile de dater et de dire qu'il y avait des architectes au Moyen-Âge, c'est un bon anachronique. Bref, donc, qui était ce fameux mec violet, on te cite, Claire. Viollet-le-Duc, de son nom de famille, Eugène de son petit prénom, était un architecte français du 19e siècle. Enfin, théoriquement, il n'a jamais posé un orteil à l'Académie des Beaux-Arts, donc il n'est pas diplômé en architecture. Il est pas mal détesté par l'Académie d'ailleurs, tout comme le seront deux architectes du siècle suivant, eux aussi non diplômés, Auguste Perret et Le Corbusier, les deux figures de l'architecture du béton armé. Bon, c'est presque méta de nous parler d'un architecte qui est détesté par les architectes dans un tout le monde déteste les architectes, clairement c'est la totale là. Ouais, j'assume totalement. Surtout que Viollet-le-Duc ne s'est pas illustré uniquement en architecture. Ce type, c'était un penseur, un faiseur incroyable qui apportait sa pierre dans de nombreux domaines. Théorie archéologique, architecturale, constructive, il bossait ses projets en partie sur les chantiers avec ses ouvriers. Et ses dessins étaient juste incroyables. Et quel est le lien avec le Moyen-Âge ? Oui, parce que Morgane, tu te disperses un peu, même si j'aime beaucoup Viollet-le-Duc et j'aimerais que t'en parles pendant des heures. Pour simplifier, on retient aujourd'hui du travail de Viollet-le-Duc deux grands profils presque opposés. Tout d'abord, Viollet-le-Duc a été à la tête de très grands projets de restauration de monuments du Moyen-Âge. C'est lui qui a restauré la cité médiévale de Carcassonne et Notre-Dame de Paris, par exemple. Pour cela, il a fait des centaines de relevés pour comprendre comment l'architecture gothique se composait. Attendez,
Je vais vous lire comment le directeur de la Cité de l'Architecture explique l'importance de ce qu'il a produit à son époque. Celui qui occupa la première chaire d'histoire de l'art et d'esthétique de notre pays n'eut ne cesse d'émanciper l'architecture des beaux-arts. Sa défense de l'architecture gothique face aux critiques des archéologues en est l'illustration. Là où l'Académie ne voit dans les proportions et l'ornement gothique que caprice et arbitraire, Viollet-le-Duc met au jour la fonction, dévoile la vérité constructive, établit l'épaisseur anthropologique, convoque les traditions vernaculaires. La construction médiévale est à ses yeux ingénieuse et économe, en harmonie avec le climat, les matériaux et les usages de son époque. Après, comme Guy Anselem l'évoque rapidement ici, son travail, bien qu'impressionnant et assez révolutionnaire, a été fortement attaqué. On le décrivait comme le vandalisme restaurateur. Il était dit qu'il avait une vision beaucoup trop romantique du gothique et qu'il n'était pas forcément très fidèle dans ses restaurations. C'est vrai qu'il a eu des choix vraiment critiqués, comme l'ajout de la flèche de Notre-Dame par exemple. Il affirmait qu'une reproduction conforme avec les indices de ce qu'était originellement le bâtiment ne lui convenait pas forcément, car on ne pouvait pas avoir la certitude qu'il s'agissait du véritable état initial. Il préférait donc travailler dans la logique gothique par rapport à ses observations et ses relevés pour correspondre à une réalité constructive déjà présente. C'est totalement critiquable, mais c'était son point de vue, et son intervention a participé à sauver de nombreux monuments. Et la seconde casquette pour laquelle il est resté dans les annales, c'était laquelle ? C'était un grand théoricien, et il avait une véritable curiosité et un grand intérêt pour les nouveaux matériaux. Aujourd'hui, on dirait que c'est un crack en innovation. Il étudie les différents matériaux, et après avoir constaté les possibilités techniques du fer et de la fonte, il va recommander son usage avec la maçonnerie et fait même le lien avec l'architecture gothique. Il va en effet pousser les architectes à prendre modèle sur l'architecture du XIIe siècle en mettant en avant la rationalisation de l'utilisation des matériaux, l'économie de matière et le travail en structure épurée. Et ces recommandations vont s'inscrire directement dans les mouvements constructivistes et rationalistes de la fin du XIXe siècle, avec l'exemple de Labrouste et sa bibliothèque Sainte-Geneviève. Et pour Siegfried Gieden, l'historien et critique de l'architecture, Viollet-le-Duc va même inspirer les travaux sur le béton armé d'Auguste Perret et Le Corbusier. Et la boucle est bouclée. On retrouve la piste du Moyen-Âge. À la suite d'une envie un peu folle et grâce aux équipes de la forteresse de Montbazon, une énorme rencontre abonnée est organisée. Une soirée inoubliable rassemblant près de 700 férus d'histoire et des vidéastes dans une ambiance détendue. La réussite de l'an passé nous a motivés plus que jamais à vous proposer une expérience hors du commun. La rencontre abonnée devient un véritable petit festival, mêlant histoire et vidéo qui s'étale sur 2 jours, avec près de 15 vidéastes et près de 2200 participants. Cette année, le festival a désormais un nom, les Historiques. Comme on vous l'a dit lors de l'épisode du lieu commun Prendre l'air, Morgane et moi, nous avons été au Festival des Historiques à la forteresse de Montbazon cet été. Donc clairement, elles sont mises bien sans moi. Hein. Dis la fille qui était en Corée du Sud au même moment. Oui, bah on peut pas être partout à la fois. Toutou les filles. Hein. Donc à la base, on avait préparé quelques questions pour les festivaliers. Une fois sur place, le plan a pas mal évolué suite à notre rencontre avec Jérôme Carrois. Donc Jérôme travaille à la forteresse de Montbazon. N'aimant pas trop les étiquettes, nous dirons simplement que durant le festival, il tenait un stand pour parler du projet de l'archéosite de Montbazon, une sorte de village médiéval à la Guédelon. Alors je suis toujours pas une nerd médiéviste et je pense que nos auditeurs non plus. Est-ce qu'on peut me préciser ce qu'est un guédelon ? Alors, c'est pas un guédelon. Guédelon, c'est un projet. En gros, c'est un peu de l'archéologie vivante. C'est-à-dire que on a décidé un jour de dire tiens, si on reconstruisait un château fort de l'époque pour vérifier si nos théories de construction du château fort tenaient debout, littéralement. Donc, Guédelon, en fait, c'est un château fort, et c'est un château fort qui est construit depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire qu'on met à l'épreuve avec les conditions de l'époque, les outils de l'époque, etc. Donc par exemple, moi j'y suis allée il y a 20 ans, il y avait les fondations, et là il est quasiment fini. Et donc il y avait les ateliers sur place, tu voyais le tailleur de pierre, les métiers qui permettent de faire tout ça, et ils ont monté un château fort. Super, bon bah, on n'a plus qu'à découvrir tout ça. C'est parti. Je suis Jérôme Carrois, je suis Montbazonnais, je vis donc à Montbazon. Et à Montbazon, qu'est-ce qu'il a au cœur de la ville ? Une forteresse, avec le plus vieux donjon de France encore debout, ce qui n'est quand même pas rien. Et dans cette forteresse, il y a un
petit village en fait où nous avons recréé la basse-cour du donjon. Dans ce petit village, dans ce petit hameau, dans cette basse-cour, il y a les métiers du Moyen-Âge qu'on peut rencontrer quasiment tout l'été. Mais on s'est dit c'est peut-être pas suffisant un petit village, donc on a décidé dans notre douce folie de créer un vrai village cette fois, à l'extérieur de l'enceinte, un village en dur avec des colombages, avec de la pierre, avec des toits en bois ou en ardoise, recréé de toutes pièces, comme à l'époque, avec les techniques de l'époque, avec les artisans de l'époque. Alors c'est un projet relativement long, puisqu'on estime à au moins une 30aine d'années. Autant vous dire que je ne verrai pas certainement la fin, vu mon grand âge. Et ce village permettra aux visiteurs qui nous connaissent déjà et aux nouveaux de vraiment être immergés dans une période fantastique qui est le Moyen-Âge. On veut vraiment qu'ils aient l'impression de rentrer dans une ville du Moyen-Âge, avec une vie, mais qui bien sûr pas une vraie vie. C'est-à-dire que les gens, une fois que la journée est terminée, ils rentrent chez eux. D'accord. Donc il n'y a personne qui restera sur site. A priori non, à part les enfants des écoles qui dormiront sur place. Il y aura toujours du monde, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une. Les gens, on va pas les replonger. Les gens qui vont travailler ici ne vont pas revivre complètement au Moyen Âge. Il y aura quand même toujours une partie. C'est du boulot, quoi. C'est du boulot. C'est pas vraiment revivre comme au Moyen Âge. Par exemple, il n'y a pas d'idée en disant, par exemple, vous pouvez louer l'appartement au-dessus de la Maison Rouge et vous vivrez pendant une semaine. Pour le moment, c'est pas prévu comme ça. Prévu comme ça. Mais ça peut être une idée. Et du coup, le but, qu'est-ce que c'est? C'est de replonger les gens dans cet univers, c'est leur transmettre quelque chose par rapport au mode de vie médiéval. Forcément. Forcément, en fait, l'idée, c'est quand même qu'ils repartent avec des informations. Passionnés ou pas, peu importe. De toute façon, on a compris que pour intéresser les gens, il ne faut pas forcément leur faire un cours d'histoire magistrale, c'est plutôt de les abreuver d'anecdotes et de parler d'une période qui est plutôt enjouée, qui est d'ailleurs à la base de beaucoup de choses qu'on vit encore aujourd'hui, parce que le Moyen-Âge, c'est pour moi la base de beaucoup de choses, et que les gens s'amusent. Parce qu'apprendre en s'amusant est quand même pas mieux. Et de les emmener dans un univers un peu loufoque et dans une période assez méconnue qui est souvent considérée comme une période sombre de l'histoire, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Et comment vous vous êtes dit à un moment, on va faire ce village quels sont ça part d'une logique en fait. La forteresse de Montbazon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très jolie ruine, mais c'est une ruine. Il faut savoir qu'un bâtiment ancien comme celui-ci ne peut pas être restauré ne peut pas être restauré n'importe comment, pardon. Et si on veut pouvoir l'animer, il faut forcément créer des nouvelles structures. Donc l'actuel petit village au pied du donjon, ce petit hameau ne fait plus l'affaire aujourd'hui, puisque le développement il est inévitable et on commence à le sentir. D'où cette nécessité de grossir et d'avoir une structure beaucoup plus importante. D'où l'idée de créer ce village à l'extérieur de l'enceinte, sur un espace suffisamment grand pour accueillir une 30aine de maisons avec une halle et puis une église. Tout cela aussi pour permettre un développement touristique et économique pour la ville de Montbazon, mais aussi pour la communauté de communes, le département, la région. Voilà, c'est un projet assez ambitieux, sachant que c'est un projet qui va être évolutif, avec ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, de l'archéologie expérimentale. Les constructions seront faites au fur et à mesure, sous l'œil des visiteurs, qui pourront éventuellement participer d'ailleurs, puisqu'on peut tout à fait imaginer des sessions de chantier ouvertes au public. Et une fois les maisons finies, elles seront normalisées à l'intérieur pour pouvoir accueillir du public, et éventuellement les écoles, enfin c'est pas éventuellement, c'est une idée qui sera comment dire, oui, tout à fait centrale, c'est très, très bon mot,
pour pouvoir accueillir les écoles qui ont du mal aujourd'hui à passer des semaines complètes dans notre chère région, puisqu'on n'a pas assez de structures pour les accueillir. Et donc dans les rez-de-chaussée de ces maisons, on va continuer à faire, ce sera plus que de l'animation. Aujourd'hui, on fait de l'animation autour des métiers du Moyen-Âge. Là, on voudrait vraiment des professionnels aguerris qui pourront présenter ces métiers d'art fabuleux, avec toujours la possibilité pour le visiteur de participer, puisque c'est notre façon de travailler, de faire participer les gens. Les gens ne sont pas que spectateurs. Et donc de recréer une vie. Alors cette vie, elle serait juste une façade, parce qu'on ne peut pas imaginer que les gens qui vont y travailler puissent y vivre de cette manière toute l'année. Ce sera un lieu de travail, un lieu de vie en même temps, parce qu'il y aura une vraie communauté. Et puis quand je parlais d'enjeux économiques et politiques, c'est forcément créateur d'emplois, un projet comme celui-ci. C'est quelque chose qui est devenu incontournable dans nos esprits un peu fous dans notre association. Voilà, c'est notre cheval de bataille là, pour le moment. On ne pense qu'à ça. Et en même temps, on a les saisons à gérer. On a le festival des historiques comme aujourd'hui. Et puis on vient de nous proposer en plus d'accueillir des groupes de GN. Enfin bon, ça devient très compliqué. On va avoir une question. Oui. Une question liée en particulier sur les usages, parce que vous allez recréer un espace urbain qui est donc ce village-là, avec de l'artisanat, un lieu de culte, Oui. qui pose la question de cet endroit en particulier. Oui. Est-ce qu'il y aura Alors des messes, des choses comme non, ça ce sera un lieu de culte, mais de culture surtout. D'accord. En fait, c'est très souvent le cas. Beaucoup de communes n'ont plus les moyens d'entretenir une église. Hein, ça s'est vu ailleurs, faute de paroissiens, et aussi souvent faute de curés, et faute d'intérêt financier du clergé lui-même. Donc ça devient bien souvent des lieux de culture qui ont la chance d'avoir une acoustique intéressante, et on pourrait tout à fait imaginer construire cette église non sacralisé pour faire un lieu d'accueil pour des conférences ou des concerts. Voilà. Mais de toute façon, quelle que soit l'idée, c'est aussi l'aspect, l'intérêt architectural de cette église au cœur d'un village qui, forcément au Moyen-Âge, avait ce genre de construction. Donc vous recréez le village, donc une entité urbaine à part entière. Comment vous envisagez en particulier cette relation entre le village de Montbazon et cette micro-entité que vous allez essayer de développer, qui est le petit village? C'est un peu la difficulté de la chose. On ne peut pas imaginer intégrer complètement ce village à la ville de Montbazon. Ce serait vraiment une entité à part. Alors on pourrait vulgairement parler de parc ou de choses comme cela, mais ce sera plus de cette mouvance-là, plus que de rajouter des habitations à Montbazon. C'est absolument pas dans cet esprit-là. Il y aura a priori, enfin c'est pas a priori, c'est sûr, il n'y aura pas de lieu de location par exemple. Ou éventuellement peut-être pour les vacanciers, encore j'ai un gros doute. C'est vraiment plus à but éducatif, à la pédagogie. Voilà. Ce serait plus un lieu pédagogique. Parce que toujours en perpétuelle évolution. Quand je parle de 30 ans, ce sera peut-être même plus. Il y aura toujours quelque chose en construction. Il y aura des choses finies, mais il y aura toujours des choses en construction, parce qu'on trouvera toujours des nouveautés. L'histoire et l'archéologie continuent à nous apporter des nouveaux éclairages sur l'histoire, et ce sera l'occasion justement de mettre en exemple toutes ces trouvailles. Est-ce que du coup, il n'y aura pas volonté de l'ouvrir aux habitants A priori non. A priori non. Non, pour le moment. Peut-être après. Peut-être après. De toute façon, les projets évoluent tellement. Ouais, tout à fait. Là, on est vraiment dans l'idée d'un lieu culturel, touristique, ludique. Parce que nous, dans notre association, on n'envisage pas de voir les choses autrement que dans le ludique. Pour moi, l'histoire, ça doit être ludique. En fait, ce village serait
presque plus une vitrine vivante, une exposition permanente de ce qu'était une ville au Moyen-Âge. Et la communauté qui vivrait, qui travaillerait, finalement au bout d'un moment on peut mélanger les genres, travailler et vivre un endroit, surtout ce genre d'endroit tel que l'on connaît d'ailleurs aujourd'hui dans la forteresse, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, on est une sorte de grande famille, on travaille ensemble, on vit ensemble, on a des cadences de travail assez importantes. Cette vitrine qu'on aimerait que les gens puissent rencontrer, parce qu'en fait effectivement c'est un village, on est d'accord, mais qui ne sera pas utilisé comme un village. Puisqu'à la base, un village, c'est censé abriter une vie. Voilà. Une vie de tous les jours. Là, ce sera une fausse vie de tous les jours. Ouais. Puisqu'on parle d'artisans, d'accord. C'est un peu axé, quoi. Puisque ce sera aussi bien sûr. de la culture. Alors, il y aura quand même toujours, parce que ça, c'est notre côté gamin, il y aura toujours le côté soldat, chevalier. On est entouré de combattants dans notre association, donc forcément il y aura toujours cette partie-là. Puis en plus, c'est une partie très importante à l'époque. Bien sûr qu'il y avait des soldats, on a prévu une ferme pédagogique. Faut surtout pas. On a un village, d'accord, mais on aura une partie plus rurale. La paysannerie est très importante au Moyen-Âge. Donc forcément, il faudra qu'il y ait un lien avec tout ça. On aura une partie un peu exclue, un peu éloignée, avec une ferme pédagogique. On reste toujours dans le côté pédagogique, mais on reste sur un lieu de travail. C'est-à-dire que c'est un petit peu, pour parler vulgairement, les gens vont venir nous regarder bosser. C'est un peu ça finalement. Ça reste de l'animation, peut-être un peu plus pointu que ce qu'on peut trouver ailleurs, mais pour parler du Puy du Fou par exemple, que je connais depuis très peu de temps, toute la partie hors animation est très intéressante. Dans la partie médiévale, il y a des vrais artisans qui travaillent d'ailleurs de façon assez sublime. Il y a un sculpteur là, il a juste des doigts en or, le garçon. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce tout petit village médiéval qui du coup alors est très loin de la vie de l'époque, mais voilà, au niveau de l'artisanat c'était vraiment très très intéressant. Alors l'artisanat c'est une chose, les métiers d'art c'est une bonne idée, on pense, en tout cas c'est dans cette direction-là qu'on veut aller, mais si on peut mêler tout le reste, la vie d'un village c'est très vaste, et à cette époque elle est relativement différente de la nôtre. Donc si on arrive à recréer cette véritable ambiance avec la difficulté de passer au milieu d'une rue parce que au milieu c'est les égouts, d'où l'intérêt de marcher sur les bords, ça donnait une expression, d'ailleurs j'en profite, c'est tenir le haut du pavé. Voilà, en haut du pavé on était moins éclaboussé qu'au milieu. Si on arrivait carrément à créer cette ambiance là d'une journée, une journée au Moyen-Âge, qu'est-ce que ça peut être? C'est peut-être éviter le crottin de cheval, c'est peut-être aller prier à l'église, c'est peut-être aussi aller manger une fouée comme on peut le faire aujourd'hui à la forteresse. Ce serait ça en fait, l'animation, ce serait vraiment vivre comme à l'époque. Je vais loin. En fait, vous êtes en train de me faire m'imaginer des nouveaux. Je suis en train totalement d'imaginer une semaine à terre où le village est attaqué. Pourquoi pas? Ou un siège, le village. Qu'est-ce que c'est le village en temps de peste? Ouais. Et une thématique ça ponctuelle. serait super d'expérimenter. Enfin, en tout cas, ça a fait une expérience. C'est là, c'est juste monstrueux parce que là, les génistes, ils mettent une ambiance de fou. Ah oui, ça peut être, ça peut être des pistes très intéressantes parce qu'une immersion au Moyen Âge, il n'y a pas que le côté féerique du Moyen Âge. Non, il y a le côté aussi. C'est ça qui est intéressant dans même un carnaval c'est un immense jeu de rôle, quoi. C'est vraiment l'idée de vous allez vivre autour de vous les gens qui vont accompagner dans votre expérience une expérience d'observer des gens du Moyen Âge. On va tout faire pour projeter ça. Donc vous arrivez on va dire en 2034, il n'y a que la moitié du village qui est construit parce qu'on a une population où on a juste ça. Vous allez voir un village en construction avec ses contraintes, ses difficultés. Vous arrivez un jour qu'il pleut, vous allez voir un village médiéval où il pleut, où tout n'est pas forcément pavé, où
Et c'est ça qui est très intéressant parce Ouais, que je trouve ça c'est super comme quand on intéressant. visite Guédelon, qui est un peu la référence ultime. C'est ça. C'est que moi je l'ai visité il y a. Ouh, ça fait mal. Il y a 20 ans. Oui, c'est ça, 20 ans. Je l'ai visité il y a 20 ans, c'était les fondations. Ouais, bien sûr. Et maintenant, si je veux y retourner, le château il est Il est quasi quasiment fini. fini, ouais. Il est quasiment fini. Ouais. Et, Ah non, mais et j'aurais vécu clairement, d'autres c'est l'idée. expériences Par contre, là, totalement. on va beaucoup plus loin et ça me plaît beaucoup. C'est que on est beaucoup moins enfermé dans quelque chose d'assez classique qu'on a commencé déjà. C'est les métiers du Moyen Âge. C'est d'aller beaucoup plus loin. En fait, l'idéal serait que les gens, quand ils viennent, ils soient sur un moment de vie, un instant de vie. Et ces instants de vie, il faudrait presque. On ne pourra pas faire quelque chose de naturel, puisqu'on on ne va réellement pas vivre comme à l'époque. Ce sera juste une démonstration. On essaiera d'être le plus proche possible de la réalité, mais effectivement créer des petits événements sur des choses qui ont réellement existé. Là, on parlait de peste, on parlait de le carnaval. J'aime beaucoup l'idée du carnaval. Ouais, je trouve que C'est vraiment une illustration typique de la joie de vivre La fête des fous. au Moyen Âge. Ouais. Et en fait, l'église qui est sur le dessin de l'archéocyte, je pense qu'elle est pas bonne. Je suis en train de la voir. C'est l'église romane. Oui, mais ça manque de couleur. Tout bête, vous allez avoir un village, comment vous allez inviter les gens à vous déplacer sachant que vous savez pas lire. Et là on arrive à toute la discussion de le savoir par la pierre, mais en gros l'idée de... Avant les gens, c'était l'architecture, c'était les dessins, c'était les gravures, Oui, il y avait transmettaient le aussi savoir. Les donc, symboles, on voit typiquement dans une église, en fait, tout se passe dans les vitraux, tout se passe dans les sculptures, tout se passe. Et ils racontaient les histoires comme ça, hein, sans avoir besoin forcément de la mettre question de de la l'écrit. tradition orale. Ouais. Ouais. Ça, il y a un truc, à mon avis, aussi. Il y a plein d'idées intéressant. là qui arrivent. Hein. Bon, désolé. Hein. Ah non, c'est vachement bien. Si on veut tendre vers l'immersion, jusqu'à quel point... Jusqu'où allons-nous? Ouais, de toute façon, Est-ce c'est que toujours la question. c'est hein. ça. Parce que ça pose la question, les jeunes, les publics qui vont arriver vont être dans un climat où les artisans, les personnes sur site vont être dans une tenue, vont être dans une posture, vont être dans une façon de s'exprimer, qui va vouloir les immerger. Mais est-ce que ça pose la question de les personnes qui visitent, est-ce qu'on va leur mettre juste un tabar C'est une bonne question. pour les immerger? C'est-à-dire que même Ouais. s'ils voient d'autres groupes de scolaires, s'ils voient d'autres adultes, C'est On joue quelque sans chose, jouer. c'est très compliqué. oui, c'est des contraintes techniques. Oui, qui sont oui, c'est clair. monstrueuses. Ouais, c'est très compliqué. C'est aussi un autre degré. Est-ce qu'on est d'investissement. sous le système du principe du zoo finalement? C'est-à-dire qu'ils viennent regarder des bêtes curieuses qui vivent comme au Moyen-Âge. C'est pas forcément péjoratif d'ailleurs, mais c'est Ouais. peut-être cette façon-là la plus simple à gérer. Je suis encore en train de rebondir sur tout ce qu'on a dit, mais oui, ça ouvre des possibilités énormes. Ça ouvre parce que en fait, ce qu'on fait par exemple dans les nocturnes avec le bain, Oui. on peut aller beaucoup plus loin dans le principe, quoi. Aller dans la confection du costume devant les gens. On pourrait presque parler de choses un peu folles, de maladies, de sexualité, Voilà, on peut rentrer vraiment dans le détail. Après, comment le mettre en place et en scène, je ne sais pas trop. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura forcément de la restauration. Qui dit restauration dit explication de cette restauration, comment on faisait à manger à l'époque, comment on cuisait les aliments, qui mangeait quoi, comment, où, dans quelles circonstances, à quelle saison. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont extrêmement nombreuses. Hein. Là, après, c'est infini. Oui, En fait, ça va être... Parce que chaque si on- aspect de la si on- vie va oui, être décortiqué. exactement. Si on arrive à montrer exactement comment c'était à l'époque, comme on pourrait le montrer aujourd'hui, parce que chacun peut expliquer comment on vit quotidiennement, ou à des périodes de l'année, mais avec en plus des choses peut-être plus catastrophiques, hein, un incendie, la mort des enfants, qui était moins grave à l'époque qu'aujourd'hui, bizarrement. C'était moins dramatique. C'était plus naturel, ça faisait partie de la vie, ouais, surtout dans une certaine partie. Alors bizarrement, pendant très longtemps, dans la noblesse, c'était pas très grave, quoi. Alors que chez les paysans, ça pouvait être plus, que c'était une main d'œuvre en moins. On va voir ça notamment il n'y a pas si longtemps dans les pays un peu moins développés que chez nous. Un enfant, c'est une main d'œuvre.
C'est triste à dire, C'est mais un investissement. oui, exactement. En fait, l'idée, ce serait de transformer ce village en encyclopédie du Moyen-Âge. D'essayer de montrer, pas d'expliquer, parce que l'idée, c'est vraiment de montrer tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer à l'époque. Problèmes ou joie ou malheur ou peu importe, mais tout ce qu'on pouvait connaître à l'époque pour faire justement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de faire le pendant entre une période de notre histoire et ce qu'on connaît aujourd'hui. Et de voir les liens, les rapports qu'on peut y trouver et pourquoi on vit comme ça. Peut-être parce que justement à l'époque on vivait de cette façon-là. C'est le côté passionnant en fait de l'histoire et la montrer. Moi je suis très branché histoire vivante de toute façon et c'est le but ici. C'est pour ça que l'animation, il n'y a rien de tel. Bah oui, ça se voit que- Il n'y a rien de tel. C'est quand même la meilleure façon d'expliquer les choses. L'intérêt de cette aventure, c'est qu'on arrive à voir graviter autour de nous des gens qui sont vraiment passionnés par cette époque et qui connaissent ce sujet sur le bout des doigts et qui continuent tout le temps à faire des recherches pour connaître encore mieux cette période-là qui est vraiment extrêmement riche et qui pendant très longtemps restait un petit peu dans l'ombre parce que d'abord on n'arrivait pas à traduire tous les textes, il y avait pour certaines périodes assez peu d'écrits et puis en regroupant, en recoupant les choses, on finit par avoir une vision un peu plus claire de cette époque. Et l'intérêt, c'est d'en faire profiter un maximum de monde, quoi. Ouais, bah ouais. En tout cas, c'est un super projet. On est assez d'accord. Que ça se fera. On espère aussi. On est dans notre tête, ça va se faire. Après, il faut que dans notre portefeuille, ça se passe mieux. Oui, bah oui. C'est ça. C'est toujours le nerf de la guerre. Ah oui. Ouais. D'où l'intérêt du crowdfunding dont on a déjà parlé hors antenne. Mais voilà, il va falloir qu'on s'y attelle et on est prêt à accueillir pas forcément que des fonds, des personnes qui s'y connaissent, des scientifiques, des architectes, des ingénieurs, des historiens, des chercheurs. Voilà, avoir une petite population comme ça de gens instruits beaucoup plus que nous, ce serait une force énorme et puis ça nous ouvrirait aussi des portes. Ça apporte du sérieux quand on est appuyé par des scientifiques, forcément. On n'est plus les petits rigolos de Montbazon qui essayent de faire revivre le Moyen-Âge avec les moyens du bord. Là, on aurait vraiment une vraie structure. Une sorte de légitimité. Complètement. Parce qu'après, c'est une question. C'est sur site, éventuellement, accueillir des chercheurs qui sont en recherche, qui ont trouvé des choses, qui peuvent expérimenter sur site. Ça peut devenir un laboratoire. Un laboratoire. Il commence à l'être ce laboratoire, parce qu'on a un lycée technique là, qui vient au mois de septembre pour faire 2 chantiers. Ce sont des très jeunes gens qui sont voués à devenir maçons, sauf qu'ils vont apprendre de la maçonnerie moderne, contemporaine. Et leur prof, il a juste envie de leur faire comprendre d'où ça vient tout ça. Et ils sont venus déjà faire des repérages et j'ai repéré 2-3 gamins qui avaient juste des étoiles dans les yeux, quoi. Ça change du bâtiment industriel où ils vont apprendre à monter des parpaings. Là, c'est... En plus, on va tendre vers ce retour. C'est indispensable. Avec les enjeux écologiques, on y revient, on revient au chanvre, on revient à la paille, on revient au bois. Mur épais, double paroi, double pierre, double brique pour avoir des systèmes qui sont plus résilients à la chaleur. De voir que certains se saisissent de ça et que des lycéens vont pouvoir apprendre, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est aussi un peu ce qu'on essaye de... J'espère que ce genre d'expérience se renouvellera parce que c'est vrai que c'est une fierté pour nous quand même de pouvoir accueillir des jeunes sur un endroit qui nous est cher, de pouvoir leur permettre d'éprouver leurs connaissances et de parfaire leur travail. Ouais, c'est que du bonheur ça. C'est que du bonheur. On a vraiment l'impression de participer à quelque chose. C'est pas juste se faire plaisir à se costumer en médiéval, à se taper dessus à grands coups d'épée avec le sourire sous le casque. Non, on a quand même un devoir quand on gère un site historique. On a un devoir de transmission et d'éducation. C'est pour ça qu'on accueille tant de scolaires avec plaisir. Il y a un côté mercantile derrière. On se dit forcément s'ils viennent avec leurs écoles, ils vont revenir avec leurs parents. Mais on est
tellement content de les voir repartir avec le sourire en disant super, on a appris plein de choses. Voilà, moi j'étais pas voué pour l'éducation nationale, mais c'est un vrai plaisir quand on est parent en plus, on rêve que de ça, quoi, d'apprendre, de laisser quelque chose à ses enfants. Et si c'est les enfants des autres, c'est encore mieux. Ça fait partie de l'aventure. Ouais, Donc c'est forcément très intéressant et c'est passionnant. Voici l'histoire d'un futur pas si lointain, celui d'une France où l'insécurité règne et où les bandits de grand chemin sèment la terreur. Un monde où les armes modernes sont devenues obsolètes et où seuls le fer et l'arc protègent encore de la nuit. Au grand mot, certains braves citadins ont renoué avec de vieux remèdes, car quand la menace rôde, rien ne vaut la vieille pierre. Et quel meilleur abri que nos anciennes cités aux fortifications solides. Très vite, villageois et armes belliqueuses s'abritèrent à l'abri des murailles de l'imposante citadelle de Carcassonne. Si les épais murs de l'édifice offrent un havre de paix, la cohabitation n'est point toujours aisée entre ceux qui rêvent de sérénité et les soldats impatients de croiser le fer. Betteraves, radis, carottes, ils sont beaux mes légumes, ils sont beaux. Ils viennent d'où ces légumes? Au meilleur endroit de la citadelle, ma bonne dame, dans le tiers-lieu du château, à côté des imprimantes 3D. Nous recourons à l'aquaponie pour obtenir ces beaux légumes, sans avoir à franchir les portes de la citadelle. Regardez leurs couleurs, ne sont-ils pas magnifiques? Et vous, monsieur, vous n'allez pas vous laisser tenter par ces belles asperges? Moi, tout ce qui me tente, c'est un bon steak. Tu peux te garder tes betteraves, c'est pas avec ça que je vais repousser les félons qui s'immiscent dans les remparts. Il y a des gens ici qui ont des vraies priorités. Et nourrir les gens, c'est pas une priorité, peut-être? La sécurité avant tout, ma brave. J'aime rien tant que passer des heures derrière les meurtrières à surveiller les malandrins qui oseraient s'aventurer trop près des murailles pour les cibler avec mon arc. C'est comme ça que mon ami a fini avec une flèche dans le derrière. On ne peut plus cultiver les céréales tranquilles à cause des timbrés comme vous. Votre ami ne pouvait pas se déplacer en triporteur comme tout le monde. Il sait que c'est comme ça qu'on différencie les villageois des gens de l'extérieur. Il aime le contact avec la terre et la foulée de ses propres pieds. Et la ramenez pas trop, hein. Sans nous, vous pourriez dire adieu à votre bière. De toute façon, vous êtes un espèce de vieux goret. Oh, c'est bon là, mes impossible de chers, négocier c'est avec bon. vous. Du Vous servez à calme, rien. sacre bleu, du calme. Je vous rappelle la loi 32 de notre cité. Tout affrontement au sein de la citadelle entraînera une exclusion immédiate et définitive. Vous ne voulez pas finir comme des vagabonds à manger des racines sur le bord des routes? Non, monseigneur. Non, monseigneur. Alors comportez-vous en vilain civilisé ou vous serez jeté hors des murailles. Une place dans la citadelle se mérite. Rappelez-vous-en. Nous sommes-nous bien compris? Oui, messire. Très bien. Allez porteurs, en mouvement. Nous rentrons. À vos ordres, oh oui. Alors vous, allez vous étouffer avec votre barbaque et ne vous avisez plus jamais de vous rapprocher à nouveau de mon étal. Comme si j'avais su que je devais protéger des pleutres pareils des malandrins du dehors, j'aurais mieux fait de rester dans l'Aveyron à faire des combats de coq. Paye ton turfu. C'est moi, on était à 2 doigts de la bataille de poissons pourris dans le Pays Turfu. Bah ouais, un peu, mais bon, l'idée c'était justement de rappeler que dans des villes aussi denses, aux espaces aussi contraints, les tensions entre les habitants ne devaient pas manquer, hein, clairement. Et sans compter qu'il y avait quand même, je pense, une petite sensation assez oppressante d'être encerclé d'ennemis qui guettent. Claire, tu as trop lu d'Heroic Fantasy. Alors peut-être, mais je ne pense pas que recevoir le contenu du pot de chambre des voisins du dessus sur la tête devait créer beaucoup de liens d'amitié. Hein. Une réflexion bien sentie à méditer. Pour revenir sur cet épisode, on a peut-être été plus technique et plus sérieuse que d'habitude. Mais c'était nécessaire à mon avis car ça reste un sujet assez peu connu, à part pour les nerds médiévistes que nous sommes. C'était, je pense, important de le présenter de manière précise, autant que se faire. Après, le Pays Turfu était là pour apporter un peu de légèreté. Et on a réitéré l'expérience de l'interview, cette fois-ci dans un format un peu plus long. Et c'était très cool. Merci encore à Jérôme Carrois et à la forteresse de Montbazon d'ailleurs. Oui, c'était vraiment chouette d'échanger avec lui. Merci à lui, en tout cas on espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode.
Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, on vous répond sur Twitter et Facebook, et on vous retrouve dans un mois, et dans encore moins de temps pour une prochaine tranche de bêtisier qu'on vous offre en fait toutes les semaines hein, pour patienter. D'ici là, on vous fait des bises, et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.